de ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, pour le thème de cette fois, j'ai voulu qu'on parle un peu des représentations. Dans le thème, on a mis mentalité parce qu'on voulait, enfin sur la fiche, on voulait un terme qui ne repousse pas les gens, un terme un peu plus familier, parce que quand on parle de représentation, on va nous demander c'est quoi les représentations. Et comme Ulrich Ngoua, notre philosophe, sera là tout à l'heure, il va bien nous expliquer cette notion de représentation. Je ne voulais pas rentrer tellement dans les détails de ce qu'est une représentation, mais je vais nous en dire quand même un tout petit peu, parce qu'elles sont hyper importantes. Et dans l'atelier que nous aurons tout à l'heure, dans les ateliers, nous allons identifier, nous allons pointer nous-mêmes nos propres représentations, celles que nous avons de notre peuple, celles que nous avons de notre pays, celles que nous avons de notre lutte. Et nous allons regarder un film qui nous parle de comment on manipule les masses pour influencer leur représentation. C'est pour ça que quand j'entends les gens qui me disent « Ah, vraiment les Gabonais, ah, vraiment les Gabonais », je dis « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Les Gabonais, pour moi, ce sont des gens sérieux. Je vous dis, la misère qui est imposée au peuple gabonais, si ce peuple n'avait pas un minimum de résilience, si ce peuple n'avait pas un minimum de courage, je crois que les Gabonais auraient disparu de la surface de la terre. Parce que ce que notre pays traverse est inouï. Mais nous voyons ces Gabonais, à chaque élection présidentielle, ils ont ce sursaut de patriotisme où ils se disent on va en finir avec cette dictature. Malgré le fait que la dictature paye les gens, malgré le fait qu'elle met de l'argent, ils n'ont pas remporté le verdict dans les urnes. Les Gabonais arrivent toujours au dernier moment à ne pas voter pour eux. Et ça, c'est un fait dont nous devons tenir compte. Ils sont obligés de tricher à chaque fois. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ils n'ont pas l'assentiment de la population. Et je voulais qu'on travaille donc sur cette notion de représentation et de révolution citoyenne. Je vais nous expliquer pourquoi. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est la justice. La base, c'est la justice. D'accord? Nous parlerons peut-être tout à l'heure des principes. Nous ne pouvons pas mener des actions si nous ne sommes pas fondés sur des principes. Il y a une différence entre les principes, les pratiques, les valeurs. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous accorder pour pouvoir arriver à ce que nous voulons. Mais je veux d'abord nous parler un tout petit peu de la notion de résistance. Parce que nous parlons beaucoup de résistance depuis 2016. Nous sommes en résistance. La résistance est un terme qui est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Du moins pour ce qui est des luttes citoyennes ou politiques. Et c'est un mouvement qui s'oppose à l'occupation d'un pays par des forces étrangères. C'était ça sa définition à la Seconde Guerre mondiale. On connaît le général de Gaulle. Donc, on connaît le général de Gaulle qui a appelé à la résistance depuis Londres, etc. Et on a vu la résistance qui s'est organisée en France avec Jean Moulin pour résister à l'occupation allemande. Après la Seconde Guerre mondiale, donc, cette résistance-là qui s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale a donné une connotation positive à ce terme générique aujourd'hui que là je vais utiliser à travers le monde dans son sens politique par tous les groupes armés, j'ai mis armés en rouge, affirmant lutter contre un régime illégitime, par exemple dictatorial ou découlant de l'occupation étrangère. Donc au début les gens sont partis dans des résistances violentes, armées, pour résister contre les dictatures. Mais aujourd'hui, le terme résistance est également utilisé de manière plus large pour désigner tout mouvement politique qui s'oppose à un phénomène précis. Et donc, c'est quoi les résistants aujourd'hui? Les résistants, c'est ceux qui ont accompli des actes tendant à empêcher, à gêner ou à enrayer l'établissement de la domination coloniale, ce dont l'action traduisait une volonté évidente de préserver ou de défendre l'indépendance du pays. Donc, vous voyez, j'ai pris une définition de M. Mtegemena, qui est un historien gabonais, qui a écrit un super livre sur la résistance coloniale au Gabon. Comment le peuple gabonais a résisté à la colonisation. Parce qu'on a tendance, justement, dans la manipulation des masses, à nous dire que non, les Gabonais sont des bénis-oui-oui, ils ne connaissent pas la résistance, ils ne savent même pas se battre, les Gabonais, à la limite, on peut les piétiner, ce sont des paillassons, ils ne se révoltent jamais.
Et quand vous lisez ce livre de Motogona, vous vous rendez compte de comment les Gabonais, nos ancêtres, ont résisté à la colonisation. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont vraiment résisté et nous allons voir quelles étaient les limites de leur résistance. Ça peut toujours nous aider. Et donc, je veux parler aussi de la notion de révolution. Du latin rouler en arrière, une révolution est un changement, un bouleversement important et brusque dans la vie d'une nation. Le terme révolution s'applique à de nombreux domaines, social, politique, économique, culturel, moral, scientifique, technique, etc. Et donc, sur le plan politique, une révolution, c'est la suppression de manière brutale par un régime en place, ainsi que son remplacement. Une révolte, une insurrection ou une réforme ou un coup d'État, c'est l'instauration de manière irréversible d'un ordre nouveau. C'est ça le but d'une révolution, c'est d'installer un ordre nouveau. Et donc, il y a différentes façons d'y arriver. Et bien que souvent présente dans la révolution politique, la violence n'est pas nécessaire pour caractériser celle-ci. Ce qui importe avant tout, c'est l'ampleur et la rapidité des changements. Parce qu'on a toujours comment je veux dire ça? Ce risque, cette tentation de la violence qui est là. Où on se dit, puisqu'on a en face de nous des gens violents, il faut qu'on leur réponde par la violence. Mais si vous répondez à la violence par la violence, vous jouez le jeu de l'adversaire. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait qu'il ne faut jamais suivre un imbécile sur son terrain, parce qu'avec l'expérience, il va vous gagner. Si vous les suivez sur le chemin de la violence, c'est ce qu'ils maîtrisent le mieux. Ils n'ont que ça, c'est ce qu'ils savent faire. Et comme je dis souvent, il y en a qui m'écrivent pour dire « Oh madame, il faut nous donner les armes. » Je dis lesquelles? Qui de vous là sait manier une arme? Ils ont des gens qui sont entraînés, formés, payés pour ça. Eux, ils vont acheter les armes avec le budget de l'État. Vous allez les acheter avec quoi? Rien que pour se déplacer ici à Montpellier, il a fallu qu'on cotise 1 euro, 1 euro. Vous savez combien il faut pour soutenir un effort de guerre? Qui a cet argent? Mais il y a d'autres façons de lutter. Et c'est à ces façons-là que nous croyons, façon de lutter non violente. On a beau le dire, ça marche. Et vous allez voir qu'au Gabon aussi, ça va marcher. Ça a déjà marché, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Et donc, ce que je voulais surtout qu'on retienne ici, c'est qu'une résistance n'entraîne pas toujours une révolution. Et c'est là qu'on doit franchir le pas. On pourra rester résistant toute notre vie. Ça veut dire s'opposer à un régime, dire qu'on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais ce dont notre pays a besoin, il a besoin de changements profonds et rapides. Donc, il a besoin d'une révolution. Et nous devons passer du stade de simple résistant à être ceux qui portent la révolution. Nous devons pouvoir porter cette révolution, ces changements. Et c'est le travail un peu que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'identifier à quel niveau nous pensons qu'il faut des changements. À quel niveau nous pensons vraiment que ces changements-là sont nécessaires. Parce que une révolution dans le contexte du Gabon doit nous permettre d'arriver à un autre mode de gouvernance de l'État. Parce que ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Mais nous allons voir que cette malgouvernance, elle repose sur des paradigmes, elle repose sur des façons de penser, sur la vision que ceux qui gouvernent ont du pays. Donc, si nous voulons changer la manière dont notre pays est dirigé, nous devrons changer d'abord notre perception du pays. Nous devrons avoir une autre vision. Et donc, il va falloir, dans le cadre d'une révolution au Gabon, de nouvelles pratiques dans l'exercice du pouvoir, qu'il soit exécutif, qu'il soit judiciaire ou législatif. Ça fait mal au cœur quand vous voyez un procureur de la République, il est convaincu qu'il travaille, mais ces gens, je ne sais pas s'ils réalisent à quel point ils sont vides, à quel point ils sont ridicules. Bon, monsieur va se promener maintenant dans les boîtes de nuit,
soi-disant pour aller faire je ne sais quel contrôle. Ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de poids, parce que la population sait que les premiers bandits sont au sommet de l'État. Ils n'ont pas d'autorité réelle, parce que la population sait que la personne qui a nommé ce procureur est le voleur en chef, et le chef des voleurs, et le bandit en chef est le chef des bandits. Et d'ailleurs, c'est ce que cette chanteuse lui a dit, que c'est nous, à nous que vous venez contrôler ici. Hein, il y a l'insécurité, il y a les crimes, vous connaissez les voleurs, laissez-nous tranquilles. C'est ça le problème. Dans une administration, on ne peut pas lutter contre la corruption quand le premier responsable de l'administration, c'est lui le plus grand des corrompus. En bas, on ne pourra rien faire. Vous avez vu celle qui était maire de Libreville, la mairesse de Libreville. Elle laisse Libreville dans des poubelles. Libreville n'a jamais été aussi sale. Pour récompense à son incompétence, elle est ministre d'État, ministre de la Défense. Donc, quelqu'un qui n'a pas été capable d'organiser seulement le nettoyage de Libreville gère la défense de tout un pays. On est sérieux? On est vraiment sérieux? Une révolution dans le cadre du Gabon devra amener la restauration des valeurs démocratiques et les valeurs de notre République. Nous parlons de l'union, du travail, de la justice. J'explique dans Gabon pourquoi j'accuse, comment ce régime a détruit ces valeurs d'union. Leur système de géopolitique, ça a détruit l'union. Ça fait que dans toutes les provinces, il fallait un chef. On est revenu à l'époque féodale. Il fallait un seigneur, un roitelet qui lui devait fabriquer les autres rois. Et puis on dit aux gens, bon écoute, toi tu peux percer dans la province, mais en fait c'est le leader de la province qui ne veut pas. Et on a vu des gens dans la même province s'opposer parce que de toute façon, on ne peut pas avoir deux personnes de la même province au gouvernement. Donc ou c'est lui ou c'est moi. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des antagonismes en réservant des postes à des ethnies. Et on est parti dans un système où les postes ne sont pas distribués par compétence, par valeur. Là, il paraît qu'ils vont faire un tsunami lundi. Là. Il paraît qu'ils vont renommer parce que leur nouveau gouvernement n'a pas pu nommer. Les ministres là n'ont pas nommé de cabinet puisqu'il n'y a pas eu de conseil des ministres. Donc là, ils se préparent soi-disant un conseil des ministres et ils vont refaire la même erreur qu'en 2009. Ils vont changer en un seul décret 60-70% de l'administration. Donc, ils vont virer des experts qui maîtrisent les dossiers, quoique ceux qui sont là, je ne sais pas trop. Mais quand ils le font, ils virent des experts qui maîtrisent les dossiers. Ils virent ceux qui sont les mémoires des administrations. C'est eux qu'on met dehors. Et on emmène de nouvelles personnes. Pas parce qu'elles sont compétentes, pas parce qu'elles maîtrisent les dossiers, mais parce qu'elles sont l'ami d'eux, parce qu'elles sont à la JAC, parce qu'elles sont à ceci, elles sont à cela. Et on détruit la valeur travail. Parce que pour mettre en avant la valeur travail, il faut récompenser le mérite. Il faut récompenser l'effort. Il faut que les gens sentent que le travail procure l'abondance. Que l'on reconnaît mes capacités, on reconnaît mes compétences. Et là aussi, il y a une notion de justice, une notion d'équité. Que les gens aient ce qui leur revient de façon juste. Mais alors, quand au sommet de l'État, on détruit l'union, on détruit le travail, on détruit la justice, on ne peut obtenir que le chaos. Que le chaos. Et donc, il va nous falloir des mentalités renouvelées. Parce que, quand on part du sommet de l'État, à la base, aujourd'hui, quelle est la mentalité des Gabonais? Combien se sont résignés? Combien se disent on ne pourra pas y arriver? Combien se disent, ce n'est pas moi qui vais changer les choses. Vous le savez, vous qui êtes engagés dans la lutte, qu'est-ce que vos parents vous disent? Certains de vos parents vous appellent ou vous envoient des messages pour vous dire que qu'est-ce que tu as écrit sur Facebook? C'est toi qui vas changer le Gabon là? Hein? Tout le monde a échoué, tu crois que quoi? Tu nous mets en danger. La fabrique du consentement, la fabrique des mentalités. Pour que tout le monde soit assujetti et tout le monde baisse la tête. C'est pour ça que la première arme pour lutter contre une dictature, c'est être capable de la défier. C'est la défiance, la désobéissance civile. Leur dire que nous n'obéirons pas à vos lois iniques. Nous ne vous obéirons pas parce que vous ne le méritez pas. Nous ne vous obéirons pas parce que vous n'êtes pas droit, parce que vous n'êtes pas intègre, parce que vous ne menez pas notre pays vers le haut, vous le maintenez en bas.
vous l'emmenez même dans les abysses. Des gens qui étaient arrivés en promettant l'émergence. Cette émergence était pour 2025. Nous sommes en 2019, le Gabon est sous programme d'ajustement structurel du FMI. Les entreprises licencient. Vous avez suivi, vous avez regardé le dernier rapport COFAS, je pense, qui déconseille aujourd'hui d'aller faire des affaires au Gabon parce que le climat des affaires est l'un des pires au monde. Il y a eu un classement des démocraties, je crois que c'est l'EIU, je pense, qui a fait un classement des démocraties de 2018. Le Gabon est à la traîne, il est dans les 120 par là, sur 180 pays, parmi les pays autoritaires. La révolution est donc au-delà du simple changement de régime. Il y en a qui pensent qu'il suffirait de changer de personne. Non! La dictature, c'est un système qui repose d'abord sur des façons de penser que l'on a inculquées à la population. La nôtre dure depuis plus de 50 ans, après des années de colonisation. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là. C'est la première fois que dans un pays au monde, on a un chef d'État qui fait presque 6 mois en dehors de son pays. Sans qu'il y ait une communication officielle, juste, qui dise la vérité. Depuis son malaise, soi-disant, Ariad, le 24 octobre 2018, son administration n'a pas communiqué de façon véridique. Ils ont commencé par fatigue sévère. Non, fatigue légère, fatigue sévère. Aujourd'hui, ils font croire qu'il est vivant. Il y a des rumeurs. Mais dans tous les cas, après, ils nous ont dit, oui, les saignements. Ils n'ont jamais prononcé le mot AVC. Aujourd'hui, ils n'hésitent même pas à mettre en avant un individu complètement diminué. Ils devraient simplement déclarer la vacance du pouvoir. Mais aujourd'hui, qui maintient le système? Ce n'est pas Ali Bongo. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de diriger. Il est mort ou vivant, ou dans tous les cas, il est incapable de diriger. Mais le système tient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'une seule personne. Ce n'est pas une question d'une seule personne. Donc, Gabon, pourquoi j'accuse? J'écrivais que quand on a été dans un système, que le système vous a fabriqué, que vous avez fabriqué le système, vous vous êtes co-fabriqué. Sortir du système est une chose, mais sortir le système de soi, c'est autre chose. Parce que si on ne sort pas le système de soi, on va le reproduire. On va le reproduire. Et si ceux qui pensent être hors du système, parce qu'ils ont toujours été, non, moi je n'ai jamais été au PDG, revisitez bien vos façons de penser et vos façons de faire. Parce qu'en 50 ans, ce régime a imposé à tout le monde des façons de faire et des façons de penser. C'est pour ça que j'ai écrit Gabon pourquoi j'accuse, pour essayer de mettre le doigt sur ces choses. Vous savez, il y a quelques années, je suis allée au Gabon faire une recherche. Une recherche que je faisais, dans laquelle je contribuais de façon bénévole. C'était un projet européen de recherche sur l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la biologie, à la santé, à l'environnement. Le projet s'appelait Biohead Citizen. Et il s'agissait d'étudier donc les représentations des enseignants, des futurs enseignants sur l'éducation à la biologie, à la santé, à l'environnement, sur différents thèmes. Et donc, moi, le Gabon n'était pas prévu dans le programme parce que c'était un projet européen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le projet réalisé en Europe et au Moyen-Orient, ils ont voulu l'étendre à l'Afrique. Et donc, ils avaient déjà passé les questionnaires au Sénégal, ils avaient passé les questionnaires, je pense, aussi au Burkina. Et moi, je suis allée dans un colloque où je devais présenter une communication. Et dans la salle, il y avait l'un des 2 directeurs du projet. Il est d'ailleurs de Montpellier. Et quand j'ai terminé ma présentation, il est venu me voir à la fin en me disant « Tenez, madame, donc j'ai beaucoup aimé ce que vous avez partagé. Est-ce que vous acceptez des points focaux de Biohead Citizen pour le Gabon? Voilà, pour vous, ce sera bénévole, mais on prendra en charge votre déplacement pour aller passer le questionnaire au Gabon. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci, tant que
c'est un plus pour mon pays. Au Gabon, il n'y a jamais de recherche de ce niveau-là, alors qu'il nous faut des données. Parce que le développement se mesure. Il nous faut des données terrain pour voir si on avance ou si on recule ou si on stagne. Je me suis dit que j'irais. Donc, je suis allée, avec lui d'ailleurs, on est parti pour faire passer les questionnaires. Quand on arrive dans certains établissements de Libreville, évidemment, on avait l'autorisation du ministre à l'époque pour aller passer les questionnaires, mes collègues enseignants me disent que madame, non, vous voulez qu'on remplisse le questionnaire, où est le coca? Où est le sandwich? S'il n'y a pas le sandwich, s'il n'y a pas le coca, on ne remplit pas le questionnaire. Et ils me disent en plus, oui, tu es venu là, tu veux nous faire remplir un questionnaire, toi-même tu as eu l'argent de l'Union européenne et tu penses que nous on va te remplir le questionnaire alors que toi tu as eu plein d'argent. On ne remplit pas. Le professeur qui était avec moi était choqué. Il me dit, mais Laurent, c'est pas possible. Ce sont des fonctionnaires. On veut réaliser une étude qui va aider à la formation, à améliorer la formation des enseignants au Gabon en termes de contenu. Les professeurs disent que si on ne leur achète pas un sandwich, ils ne remplissent pas. Mais ce sont les mêmes qui vont gréver pour dire qu'il y a la corruption. Ce sont les mêmes qui vont vouloir dénoncer les maux du pays. En fait, c'est pour dire à quel point les pratiques ont traversé même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas du système. Demander un service à quelqu'un au Gabon, c'est devenu la croix et la bannière. Faire les choses de façon délibérée. Aujourd'hui même, quand vous faites les choses de façon... Quand vous faites même du bien à quelqu'un, il cherche où est le loup. Il pense même qu'aujourd'hui, on ne peut plus rendre service. Quand vous voulez rendre service, quand vous vous levez, vous dites non, c'est mon pays. On va commencer à dire chercher le loup. Elle a quelque chose derrière la tête. Non, elle veut autre chose. Non, cherchez bien. Parce qu'aujourd'hui, on a habitué ce peuple. On a tué tout. Parce que dans les notions, dans la valeur union, il y a la solidarité, il y a le partage, il y a le service rendu. Je rends service parce que c'est juste, parce que c'est mon compatriote, parce que c'est bien. On a tué toutes ces choses. Si vous aimez quelqu'un au Gabon de façon désintéressée, et moi j'ai l'habitude de le faire, les gens se disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de personnes qui me demandent de l'aide. Je ne peux pas aider tout le monde. Mais il y a des fois, je décide, quand je vois vraiment le cas, je dis bon, celui-là, on va quand même l'aider. Et après, ils sont surpris. Oh, madame, non, vous m'avez envoyé l'argent pour... L'année dernière, il y a une dame qui m'a écrit de Port-Gentil. On était au mois de décembre. Et elle me dit qu'au mois de décembre, son fils n'était toujours pas allé à l'école, n'avait pas commencé l'école parce qu'il lui manquait 60 000. Moins de 100 €. Elle m'a dit, madame, non, j'ai été licenciée, je n'ai pas de boulot, j'ai personne, je ne sais pas à qui m'adresser. Vraiment, je m'adresse à vous parce que je ne sais même pas. Et elle a été surprise. Je lui ai écrit, je lui ai dit, mais les 60 000 là, c'est quoi? C'est le trimestre, le mois, l'année? Elle me dit, non, madame, c'est pour toute l'année. Je dis, mince, un gamin est à la maison pour moins de 100 €. Je lui ai dit, donnez-moi votre numéro WhatsApp, donnez-moi votre nom de famille en entier. Elle m'a donné le numéro, le nom de famille. Je suis allée à Western Union, je lui ai fait un Western de 150 €. Quand je l'ai appelée, elle n'en croyait pas, elle pleurait. Madame, j'ai dit, je viens de vous faire un Western de 150 €, ça fait 100 000, vous payez l'école de l'enfant 60 000 et les 40 000, là, vous payez les fournitures, je veux qu'il aille à l'école. Elle n'en revenait pas à l'école. Madame, je vais vous donner quoi? Je dis, mais rien, vous me donnez rien. Bah, qu'est-ce que tu veux me donner? Elle est allée, elle a inscrit l'enfant à l'école, elle a fait les photos des factures, elle m'a envoyé, elle a acheté les fournitures, elle a fait les photos, elle m'a fait les photos du petit garçon avec son sac à dos qui allait à l'école et tout ça. Et le gamin a validé son année. Et je peux faire pour un. Mais ça, c'était la responsabilité de l'État. De prendre en charge ces enfants-là. Au Gabon, aucun enfant ne devait avoir à payer l'école. Pas même les fournitures scolaires. Même la cantine, on peut offrir. Aucune école publique au Gabon n'a une cantine. Alors que ce sont des choses que nous pouvons faire et que nous devons être capables de faire. Et donc, on a besoin de ces changements profonds dans les mentalités et dans les façons de faire.
Alors, et donc, on parle de résistance pacifique et de révolution au Gabon. Donc, je voulais nous donner un peu quelques, voilà, je disais quelques faits historiques, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on veut nous faire croire que les Gabonais n'ont jamais été résistants. Hein, et donc, il y a le livre de M. Metom, là, que je vous conseille encore, parce que c'est sur ce livre-là que je me suis appuyée pour faire cette présentation. Et donc, il nous parle des résistances à l'implantation coloniale. Il y a eu des grands mouvements de résistance au début du XXe siècle. Il y a eu Emmanuel Tollé et la résistance armée dans la région de Djolé. Il y a eu dans le sud du Gabon et le mouvement des Bizima chez les femmes. Donc, il y a eu des mouvements de résistance chez nous. Alors, quels étaient les points forts de cette résistance à l'implantation coloniale? C'est que ces gens étaient courageux. Ils étaient même téméraires. On dit que les colons les ont fait passer pour des barbares parce qu'en fait, ils attaquaient les bateaux qui apportaient les marchandises. Mais c'était leur forme de résistance. Et quand ils avaient attaqué un bateau, les colons venaient brûler tout le village. Ils brûlaient le village. Ils allaient se cacher en brousse, mais ils revenaient recommencer. Ils n'ont pas abandonné. Ils étaient acharnés dans la lutte. Ils n'ont pas voulu se laisser faire. Mais, quelles étaient les faiblesses de ces mouvements de résistance? L'infériorité sur le plan de l'armement, ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez rentrer dans une lutte armée, assurez-vous que vous avez les moyens face à votre adversaire. Donc, ça ne sert à rien. Face à un État, ça ne sert à rien. Un peu comme disait Martin Luther King, il disait, non seulement je suis non violent par principe, mais je suis aussi non violent par pragmatisme. Il dit, mais vous voulez aller en guerre contre qui? Avec quels moyens? Il dit, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On n'a pas les moyens de ça. Et l'autre faiblesse de cette résistance, c'était une carence énorme sur le plan organisationnel. Il y avait un manque de direction politique ferme. On entend un peu aujourd'hui, on n'a pas de chef, chacun fait ce qu'il veut. Il y avait un manque de direction. Chaque bataillon obéissait à sa propre ligne de conduite. Donc, ça faisait des regroupements de plusieurs villages, des États ou de chefferies. Et chacun a négocié la paix isolément. Chacun allait négocier pour lui-même. Ça nous rappelle des choses. C'est important d'avoir des notions de l'histoire pour voir comment, quand on ne connaît pas notre histoire, quand on n'a pas tiré des leçons de l'histoire, on la reproduit. C'est pour ça que Hegel disait, l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Nous devons apprendre de notre histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, parmi les faiblesses, il y avait aussi le manque d'union entre les différents mouvements de résistance qui n'ont jamais cherché à se tendre la main contre l'ennemi commun. C'est pas mauvais qu'il y ait plusieurs mouvements. C'est utopique de penser qu'un mouvement peut rassembler tout le monde. C'est pas possible. Les gens vont se mettre ensemble, parfois par affinité. C'est pas mauvais. Nous avons des associations qui luttent pour le même objet. Combien d'associations dans le monde luttent contre le sida? Combien d'associations luttent contre la pauvreté? Mais chacune a son champ d'action. Chacune a ses valeurs, elle a ses notions. Le plus important, c'est de ne pas se combattre et d'être capable de s'unir quand on réalise qu'on a un ennemi commun. Donc, ce n'est pas juste de voir d'un mauvais œil un mouvement qui se crée. Même les entreprises qui étaient des entreprises concurrentes finissent par se mettre ensemble pour être plus fortes, pour avoir plus de parts de marché. Elles tissent des partenariats gagnant-gagnant. Et chaque entreprise devient beaucoup plus visible. Donc, nous, quel est notre problème? Quel est notre problème? Est-ce que c'était accessible à cette époque entre Mavroulou et Mantolé de se rencontrer? Oui, mais là n'est pas la question. En fait, justement, même si ça n'avait pas été possible, il n'en demeure pas moins que ça a été un manque. Et ça doit nous enseigner. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que si eux n'avaient pas cette possibilité, est-ce que nous ne l'avons pas? Voilà. Donc, c'est pour voir quels sont les points faibles que nous pouvons déceler dans ce que nous faisons dans notre lutte.
et dire, tiens, ce point-là peut être néfaste pour nous, comment on fait? Et donc, chaque mouvement opérait séparément et ce manque d'union constitue l'une des faiblesses majeures de la lutte contre l'implantation coloniale à l'époque. Oui. Une question. Alors, je ne suis pas abonné, mais malgré tout, j'ai entendu dire plusieurs fois, oui, mais un tel, il est fort, il a... Est-ce qu'il n'y a pas aussi des rivalités entre ethnies qui font que ça crée des soucis, ça laisse les ethnies peut-être les unes... Je l'ai dit tout à l'heure que le régime a travaillé ça. Oui. Mais il faut savoir que quand je discute quand même avec la génération de mes parents ou de mes grands-parents, ces notions n'existaient pas. Elles ont été exacerbées par le régime des Bongo PDG. Parce que, comme je dis souvent, moi j'étais impressionnée par ma défunte belle-mère qui était de Lambaréné, mais quand j'accompagnais ma belle-mère au marché de Lambaréné, elle était femme, elle commençait une discussion en fond, il y avait une autre femme qui passait, elle passait en gallois, il y avait une autre femme qui passait, elle lui parlait en akélé, elle parlait toutes les langues de sa région correctement, sans accent. Donc, ils n'avaient pas ce problème-là, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup d'établissements scolaires. Donc, ils vont vous dire quoi? Qu'ils étaient à l'internat pour les jeunes filles dans le Nord, elles avaient un internat, je crois, en foule, et là-bas, il y avait des jeunes filles de toutes les ethnies qui se retrouvaient, d'autres étaient à l'internat à Gongolo, d'autres à Ngomo. Ils étaient dans les mêmes établissements scolaires. Et donc, il y avait cette unité. Et on a aussi eu beaucoup de mariages interethniques. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'avec tous ces mariages interethniques, on se retrouve aujourd'hui à parler de telle ethnie, parce que le système politique, pour rester en place, a voulu diviser pour mieux régner. À l'époque même, quand on passait son concours d'entrée en 6e, on ne choisissait pas son collège. C'est l'État qui choisissait dans quel collège on allait. Donc on a eu des gars, moi j'ai fait le CETA des Franville, on a vu des gars qui venaient de Makokou, qui venaient de Lambaréné, parce que justement ils étaient envoyés là-bas automatiquement. Et ça ne posait aucun problème. Et il y avait un système de priorité, moi j'ai fait ce lycée de Franville, où je n'avais pas droit à l'internat parce que j'étais originaire de la province. Je n'avais droit qu'à la coucher. C'est un endroit où on vous donnait juste un lit, mais pas à manger, pas des études, rien du tout. Parce que les places étaient réservées aux gens qui venaient d'ailleurs, ceux qui étaient de vie, parce qu'ils n'avaient pas des parents sur place. Donc il y avait un système qui était construit dans le bon sens, mais peut-être qu'ils se sont vus que c'est dangereux. À un moment donné, ça s'est fait. Oui, parce que la dictature règne dans la division. C'est pour ça que je répète toujours, à chaque rencontre citoyenne, je rappelle, le Gabon se construira dans l'unité et la concorde. Notre hymne national n'est pas vain. Relisons les paroles de cet hymne national. C'est un hymne national qui nous met en garde contre la division, contre la désunion, contre le fait d'être montés les uns contre les autres. Une fois, j'ai fait une intervention dans une église à Strasbourg. L'église dans laquelle prêchait le docteur Albert Schweitzer, au plus fort de la crise de 2016. Des associations se sont réunies à l'initiative de notre frère Chid-Polyte Manfombi pour parler du Gabon et organiser une rencontre de prière pour le Gabon par rapport à ce qui se passait. Et ils m'ont appelé pour intervenir, que j'explique la situation du Gabon. Et on était dans un lieu de culte. La chorale qui chantait, l'une des chanteuses a dit, on n'a pas l'habitude de chanter des hymnes nationaux dans l'église. Mais celui du Gabon est tellement apaisant, tellement pacifique, qu'on a choisi de le chanter ici aujourd'hui. Ils ont chanté l'hymne national. Et je pense que vous avez dû voir la vidéo d'un Français, blanc, et une jeune fille qui chante l'hymne national du Gabon. C'était eux. Avec la guitare. C'était eux. À Strasbourg. Ils ont chanté l'hymne national dans l'église. Et en guise de soutien pour le Gabon, ils ont fait cette petite vidéo sur l'hymne national qu'ils ont partagée partout. Donc notre hymne national est important. On est là. Donc quiconque se met sur le terrain de la division ne veut pas construire un autre Gabon. Il est en train de perpétuer le système qui jusqu'ici a régné sur nous et a détruit notre pays. Et donc, quelles étaient les causes de la désunion? Il y avait cette société néo-communautaire du Gabon précolonial. Elle était constituée de petites unités politiques indépendantes
dépassant chacune rarement le cadre du clan ou de quelques groupes de quelques clans. Et aussi, si la culture unit, elle est aussi ce qui établit parfois des barrières entre les peuples. Et le dépassement de celle-ci ne peut se produire qu'à la suite de prise de conscience d'un intérêt transcendant commun aux différents groupes. Parce que c'est ça qu'ils utilisent. Non, nous les Fang, nous on est comme ça. Non, nous les Mitsogo, nous on est comme ça. Non, bon, nous les Omama, c'est comme ça. Nous les Nzebi, nous on est comme ça. En fait, on veut utiliser des éléments culturels propres à chaque ethnie pour diviser. Pour diviser. Et c'est pour ça que nous devons revenir à la devise de notre pays. Union, travail, justice. Je disais à quelqu'un la semaine dernière que je ne comprends pas. Toute activité humaine se doit d'être rassemblante. On ne peut pas mener une lutte citoyenne en étant exclusif. Je me répète encore, on est obligé d'être inclusif. Que tu aies une association, qu'est-ce qui fait la grandeur de ton association? Ce n'est pas le nombre d'adhérents. Plus il y en a, mieux c'est. Tu as une entreprise, plus tu auras d'employés, plus ton entreprise est grande. Quoi? Quel est le mouvement humain qu'on va créer en se disant qu'on doit rester entre nous et on sera plus fort? Ça n'existe pas. Même si vous créez une église, vous ouvrez une église, qu'est-ce qui va faire la grandeur de votre église? Ce n'est pas le nombre de fidèles. Vous créez un parti politique, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un parti politique? Ce n'est pas le nombre de militants. Nous voulons une démocratie. Mais en démocratie, on gagne l'élection comment? Ce n'est pas en ayant la majorité? Mais alors, d'où vient que l'on veut être exclusif? D'où vient qu'on peut dire, tel je ne veux pas le voir, tel je ne veux pas la voir, celui-là il m'aime, mais vous n'allez rien construire. Et ça sert la cause de l'ennemi. Et nous allons voir tout à l'heure comment il travaille à ce que les gens ne s'unissent pas. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut faire office de leader, dès qu'il décèle les capacités, il faut le tuer tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas une tête qui doit s'élever. Dès qu'une tête veut s'élever, il faut la couper. Vite fait. Malheureusement, ceux qui veulent parfois le changement, ce sont ceux qui sont utilisés pour couper les têtes de ceux qui peuvent apporter ce changement. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des têtes qui sont incoupables et qu'ils ne couperont pas. Parce que ce qui a commencé au Gabon doit s'achever. Cette nation doit être libre. C'est le temps de notre liberté. C'est le temps pour que le Gabon ne soit plus la dernière des nations. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons les richesses naturelles. Et nous avons les richesses intellectuelles. Nous avons les compétences. Et ces compétences-là vont remplacer l'incompétence qui jusqu'ici a régné à la tête de notre pays. Ça va se faire, qu'ils le veuillent ou pas. Et ça se fera de la façon la plus naturelle. Comme ils n'auront même pas imaginé que ça puisse se faire. Plus ils vont s'accrocher, plus ils vont partir. C'est-à-dire que quand ils vont partir, hein, nous tous, on va se dire, oh, donc c'est comme ça que ça devait finir. Facilement comme ça. On sera même déçus de la fin. Mais je vous assure, cette fin est proche et elle est certaine. Nous tenons le bon bout. Nous là, notre génération là, ils ne vont pas nous arrêter. Il y a des gens qui sont unstoppable. On ne les arrête pas. C'est clair. Et donc, comme je disais tout à l'heure, une révolution, une résistance n'entraîne pas toujours une révolution. Mais nous, ce que nous voulons construire, c'est la révolution. Nous voulons passer du stade de résistant au stade de révolutionnaire. Et alors, comment on arrive à la révolution? J'arrive à la fin de mon propos. C'est pour ça que nous voulons parler des représentations. Vous avez vu que tout ce dont j'ai parlé jusque-là, ça fait appel à des modes de pensée qui sont induits. Parce que la perception que nous avons du monde, nos modes de pensée influent nos comportements, influencent nos comportements et influencent nos actions. Nous agissons, nous nous comportons selon la perception que nous avons du monde. Si nous avons la perception, la vision selon laquelle nous pouvons changer le Gabon, nous aurons un certain comportement et nous aurons certaines actions que nous allons poser. Mais si notre vision du monde, c'est que nous sommes victimes, on ne peut rien changer, la faute c'est les autres et nous on est là pour subir, on aura aussi un comportement de victime. C'est pour ça que nous avons choisi de travailler sur les représentations.
quelle est la vision que nous avons? Quelle est la perception que nous avons de notre pays? Quelle est la perception que nous avons de nos compatriotes? Et quelle est la perception que nous avons de notre combat? Quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes dans ce combat? Ce sont des choses que nous devons accepter de questionner. Parce qu'elles sont fondamentales pour la lutte. Parce que nous ne voulons pas une génération de suiveurs. Nous ne voulons pas une génération de béni oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est que ceux qui avaient l'argent viennent, oui, moi je suis un homme politique, il a l'argent, il arrose, on paye tout. Même pour coller les affiches, on paye les gens. Et les gens ne sont pas engagés parce que ça vient d'eux-mêmes. Et demain, on vient vous dire que non, l'homme là, lui il a trahi, je suis déçu. Donc je change. Mais donc ton combat, c'était par rapport à quoi? Par rapport à l'autre? Je vous ai dit la dernière fois à Paris que nous sommes 1 million, pour moi, 500 000 Gabonais. Ils disent 800 000 ou 900 000 maintenant, les chiffres qu'ils gonflent tous les jours. Mais même si 1 million 499 999 décident que c'est bon pour eux, ils font la paix avec ce régime, moi seul, je vais continuer de dire qu'ils sont mauvais. Parce que je ne suis pas quelqu'un. Je suis mes convictions. Je suis mes propres valeurs. Il y a des choses que j'estime qu'elles n'ont pas le droit d'exister dans mon pays. On ne peut pas piller à ce point le pays. On n'a pas un autre pays. On a beau dire que nous sommes ici en France, oui. Mais même ceux qui ont la nationalité, ce n'est pas chez nous. Le manioc nous manque. Des vrais feux de manioc, maman. Avec l'odeur là qui sort. Eh non. On a envie de plonger à la rivière. On est fatigué de nager à la piscine. Avec le chlore. Avec le chlore. On veut aller plonger dans le Goué. Chez moi à Kango, le Como, on veut aller là-bas. Les montagnes de Mimongo là. Moi j'étais à Mimongo, hein. Je vais faire le tour du Gabon. Là-bas. Là où à 3 h du matin à Mimongo, tu as l'impression que tu es en France en hiver. Il fait bien. Nous avons un beau pays. Et ce pays-là, comme dit notre hymne national, nous devons faire en sorte qu'aux yeux du monde et des nations amies, il soit digne d'envie. Et c'est ce pourquoi nous allons travailler. Alors, si on veut un changement, ce qu'il va falloir que nous fassions évoluer, ce sont nos perceptions. Que nous fassions évoluer, parce que notre perception du monde, nos représentations vont faire changer nos comportements. Ça va influencer nos actions et c'est comme ça que l'on va arriver au changement que nous voulons. Parce que nous voulons un changement profond. Nous ne voulons pas simplement un changement superficiel. Nous ne voulons pas quelque chose de superficiel. Nous voulons qu'être Gabonais, nous voulons que le fait d'être Gabonais soit significatif de quelque chose. Quand on croise un Gabonais, on doit se dire « Oui, j'ai croisé quelqu'un ». Vous savez, j'ai lu une histoire d'un douanier français qui disait que le seul pays en Afrique où il n'a pas été capable de corrompre un douanier, c'était au Burkina Faso. Parce que Thomas Sankara a travaillé les valeurs. J'aimerais bien qu'on puisse dire ça du Gabon. Que j'étais au Gabon, je n'ai pas pu corrompre un douanier. Je n'ai pas pu corrompre un policier. Quand vous arrivez à l'aéroport de Libreville, vous sentez que je suis au Gabon. Tu as même envie de prendre l'avion et de monter. Le policier qui vous accueille à la PAF, c'est comme si vous vous êtes battu la veille au quartier. Même le bonjour est compliqué. Votre passeport. Vous avez l'impression même, et ça c'est quelque chose qui a été aussi travaillé au Gabon, c'est que les gens se sont tellement enrichis de façon illicite que même quand toi tu as travaillé pour le peu que tu as, on te considère comme un voleur. Il y a une suspicion où on a comme l'impression qu'il n'y a plus de bonnes personnes au Gabon en fait. On soupçonne tout le monde d'être mauvais. Et ça a développé un sentiment aussi d'aigreur et de victimisation parce que ceux qui n'ont volontairement rien fait de leur vie, quand toi tu arrives de France, elle est déjà fâchée parce que tu vis en France. C'est comme si tu es parti en France avec le salaire que lui devait avoir. Donc quand tu arrives là,
S'il peut te faire du mal, il va te faire du mal juste parce que tu viens de France. Et rien que ça l'énerve. On ne peut pas être comme ça. Et on ne se rend pas compte que ce sont ces petits comportements qui n'ont l'air de rien, qui détruisent le vivre ensemble. Je me rappelle de mon mari qui voulait aller ouvrir un compte à la poste à l'époque à nos enfants. On habitait Montagne-Sainte, donc évidemment, ils seront à la poste en ville. Il arrive et trouve la dame derrière son guichet en train de faire son apéro. Donc, mon mari attend 5 minutes, 10 minutes. À un moment, il lui dit, mais madame, elle dit quoi? Vous m'appelez quoi? Mais tu es là pour moi. Elle lui dit, excusez-moi, je voulais ouvrir des comptes d'épargne. Elle dit, pourquoi? Non, toutes les postes de Libreville, c'est ici que tu as trouvé aujourd'hui pour venir ouvrir le compte. Elle lui a dit, je n'ai pas envie d'ouvrir les comptes ce matin. Authentique. Elle dit, je n'ai pas envie d'ouvrir les comptes ce matin. On m'a dit, mais c'est quand même votre travail. Elle dit que, monsieur, j'ai dit que je n'ouvre pas. Vous allez me faire quoi? Donc, il a dû partir de la poste en ville pour aller ouvrir les comptes à la poste d'Akébé, qui était très loin, beaucoup plus loin de chez nous. Mais ce genre d'employé, vous allez la retrouver à la manifestation contre le régime. Vous allez la retrouver contre le régime. Parce que il y a eu des façons de faire ambiantes qui ont tellement diffusé qu'on ne se rend pas compte que toutes ces choses-là contribuent en réalité à nourrir le système et à le maintenir en place. C'est pour ça que nous qui voulons le changement, nous devons comprendre une chose. Si nous voulons que ce changement soit profond, chacun de nous doit être l'incarnation du changement qu'il veut voir. Nous devons être chacun de nous le Gabonais que nous voulons voir. Nous devons être le Gabonais pour lequel nous travaillons. Si je veux un Gabon intègre, cette intégrité commence par moi. Si je veux un Gabon droit, cette droiture commence par moi. Je ne suis pas en train de parler de la perfection. Elle n'est pas de ce monde. Aucun de nous ne sera parfait. Mais il y a un minimum de principes qui permettent de construire une nation. Il y a une base. La justice élève une nation. Le travail procure l'abondance. Et l'union fait la force. Voici les valeurs qui doivent sous-tendre la révolution que nous voulons. Et si nous avons cette perception des choses, vous verrez que nous aurons des comportements différents. Des fois, je vais à des rencontres où je n'ai rien à faire. Parce que c'est un Gabonais qui organise. C'est un Gabonais. Une fois, je suis allée assister à une réunion sur l'entrepreneuriat. Je suis arrivée et c'était en plus une Gabonaise, une dame. Elle m'a dit, ah Laurence, tu es porteuse d'un projet? Je dis pas du tout. Elle me dit, mais pourquoi tu es venue? Je dis, parce que je suis venue te soutenir. Si moi je ne viens pas, qui va venir? Je dis, tu es ma compatriote, si tu fais quelque chose. Et je ne vous raconte une chose de ce qui s'est passé en 2016. C'était dans les 2008 ou 2007, je ne sais pas. C'est juste pour dire que ce n'est pas une attitude que j'ai eue depuis que les gens me connaissent. Parce que quand c'est Gabon d'abord, c'est là. C'est en nous. En nous. Et je vais finir avec cette petite anecdote. Une fois, je suis allée avec mon mari acheter des chaussures à la Défense, dans un magasin de chaussures. Et il y avait un vigile debout. Je regarde le vigile et dis à mon mari, c'est un Gabonais. Je dis, c'est un Gabonais. Il me dit, mais toi, avec le Gabon, tu as quel problème? On devait être en 2003 ou 2004. Je dis que chez lui, il est Gabonais. Il me dit, mais c'est quoi? Il est debout, il peut être Congolais ou ce que tu veux. Je dis, non, je vais aller le saluer. Je te dis que c'est un Gabonais, c'est mon frère. Et donc, le pauvre, il nous voit en train de discuter, mon mari et moi, on le regarde. Et puis moi, comme je fais toujours de grands gestes, donc je fais mes gestes que non, laisse-moi aller. Mon mari qui m'attrape, qui dit, reste ici, laisse le pauvre homme tranquille. Et l'autre qui s'approche de nous, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis que monsieur, vous êtes Gabonais, non? Il me répond, je suis pourvu de Koulaboutou. Je dis, voilà, je dis, tu es mon frère, on est Gabonais. Et mon mari qui l'a regardé, il dit, excusez ma femme, mais elle cherche des Gabonais partout, je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec eux, mais dès qu'elle voit un Gabonais,
Elle veut tout de suite. Je dis que non, papa. Tu es Gabonais. Je ne savais pas qu'il y avait le pourvu à la défense. Ah oui. Il est pourvu de Kulamoto, ce garçon. Donc, juste pour dire que le Gabon doit être en nous. Quand on aime le Gabon, si on veut le changement véritablement, nous devons incarner le changement que nous voulons. Et si nous comprenons ces choses, rien ne pourra nous décourager. J'entends souvent les gens qui disent « Tu te bats pour quel peuple Gabonais là, c'est des baboules. Quand on va leur donner 1000 francs là, ils vont encore aller acclamer. » Je dis « Mais ils ont été façonnés comme ça depuis 50 ans. » Vous avez fait quel travail pour déconstruire ces mentalités et leur en inculquer d'autres? Vous avez fait quel travail d'éducation de ces populations? Vous avez fait quel travail pour faire évoluer leur représentation, pour leur expliquer les choses? Qui va dans les quartiers, essayer de discuter? Qui réfléchit à mettre en place des programmes pour être près des populations, pour insuffler une autre façon de penser? Parce que c'est par là que ça commence. Où sont ces programmes? C'est par là que ça commence. Donc, tant qu'on n'est pas sûr qu'on a tout fait pour faire évoluer la mentalité du peuple, mais il faudra toujours ce à quoi on l'a habitué. Nous allons suivre le film tout à l'heure. Vous allez voir comment on fabrique le consentement. Même dans les démocraties, là, comment ils fabriquent, comment ils manipulent les représentations pour amener les populations à adhérer à ce qu'ils veulent. Et nous devons nous servir de ces outils, nous, pour inculquer aux populations les bonnes valeurs, les bons principes. Sinon, on continuera de se plaindre. Et même si on change de président, ce sera pareil. Et ce sera même pire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aura suscité un tel espoir par ce changement que la déception sera d'autant plus grande si le changement n'est pas profond. Et c'est cela que nous voulons construire, petit à petit. Mais nous allons y arriver. Il ne faut jamais négliger les faibles commencements. On va avancer petit à petit, mais sûrement nous allons arriver à ce que nous voulons. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et nous verrons que de plus en plus, les gens comprennent, parce qu'ils en ont aussi marre de leur quotidien, qu'ils veulent absolument voir changer. Et donc, cette soif de changement, nous devons l'orienter pour que le changement soit des plus positifs pour notre pays et non pas qu'on change une dictature pour en avoir une autre ou qu'on se retrouve dans un régime encore pire que celui que l'on combat aujourd'hui. Parce qu'on avait Omar Bongo, mais je ne savais pas qu'un jour les Gabonais pouvaient regretter Omar Bongo. Je vais dire que non, sous Omar, c'était quand même mieux. Parce que pour nous, Omar, c'était déjà la bêtise. Mais sous Ali, les gens disent aujourd'hui que non, qu'Omar revienne. Parce que là, c'est grave. Mais il ne faut pas que demain, parce que pour moi, Ali Bongo, c'est vraiment le pied du pied. Que demain, on ne dise pas que quand même sous Ali. Là. On dit même quand même sous Bongo parce qu'on est ignorant de certains faits. Parce qu'on est ignorant de certains faits. Oui, mais ça, c'est la partie du peuple qui reste... Ça, c'est la partie du peuple qui reste soumise. Vous savez, c'est Lincoln qui disait qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps. Donc, il y a une partie du temps, il y a une partie du peuple qui sera trompée tout le temps. Mais c'est tout le peuple qu'on ne peut pas tromper tout le temps. Et ce principe-là, c'est aussi une manière de manipuler. Mais bien sûr, c'est une manière de manipuler. Les parents de Germain ne peuvent pas demander le retour de Omar Bongo. C'est clair. C'est clair. Non, c'est une façon de dire que quand on regarde objectivement les conditions de vie au Gabon aujourd'hui, elles sont pires que ce qu'elles étaient hier. C'est juste ça. Les conditions de vie au Gabon aujourd'hui sont pires que ce qu'elles étaient hier. Et c'est cette tendance que nous devons renverser. Tous les pays progressent, le nôtre regresse. Repartez au Gabon, là où vous aviez laissé une route, qui était quand même un peu bitumée. Quand vous revenez, vous trouvez la piste d'éléphant. C'est pas possible. Là où vous aviez laissé quelque chose qui était un peu bien, quand vous revenez, ça a régressé. Notre pays ne peut pas régresser indéfiniment. Et le nombre de gens qui... Vous faites 10
qui vont se nourrir dans les poubelles maintenant. Et comment? Ouais, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc moi, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Et je vais donner la parole à Ulrich Ngoua, qui est l'un de nos intervenants aujourd'hui. Alors, Stéphane Zeng sera en vidéoconférence. Il n'a pas pu faire le déplacement, mais il sera avec nous en vidéoconférence. Et donc, alors à ceux qui nous suivent, vous savez que Rencontre citoyenne, c'est des personnes qui gardent l'anonymat. Nous respectons cela parce qu'on ne peut pas tous être à la merci du régime, c'est aussi ça. Parce qu'ils veulent, voilà. Non, pour l'instant, il y en a qui veulent rester anonymes et nous le respectons. Donc, vous qui nous regardez, vous avez le droit de lutter et de rester anonyme dans la lutte. Nous le respectons. Donc, vous pouvez assister aux rencontres. Vous ne serez pas filmé. Personne ne saura que vous êtes là. Seuls les intervenants sont connus. Donc, on va devoir arrêter le live parce qu'ensuite, nous aurons des ateliers. Donc, si vous voulez savoir le travail qui se fait en atelier, venez nous voir à la prochaine rencontre citoyenne. On vous donnera la date et le lieu bientôt. Merci à vous. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien